distance. On n'a pas le partage de l'écran. Alors, est-ce que, enfin, ou au moins une indication sur les collègues qui suivent à distance? Christine Tellier, a priori. Ah, ils sont en bas, d'accord. Je suis là, oui. Je suis là. Grégoire, il n'est pas connecté. Bon, d'accord. Bon, Grégoire, donc on a une pensée pour Grégoire qui, comme un certain nombre d'entre nous et comme un grand nombre de Français, est passé par la Covid. Bon, et après avec des symptômes plus ou moins graves. Donc, Baptiste, si tu le vois, tu lui souhaiteras un prompt rétablissement de notre part, en tout cas, voilà. Ah oui, donc, ouais. Bon, donc c'est ça, c'est l'impact. Enfin, les effets sont différents selon les individus. Il y en a qui ont absolument rien, et puis d'autres qui sont très touchés. Bon, j'espère que ça va aller, qu'ils se soignent bien. En tout cas, Marie-Agnès, tu feras une bise à ton binôme, une bise avec un masque. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous propose de commencer par les rapports de Florence Galzin, les rapports A. Donc, je vous informe, on va tourner pendant 1 heure à peu près. Hein, donc, on arrêtera sur le coup un petit peu avant 13 heures pour pouvoir reprendre à 14 heures. Le délai va être court. Pour ceux qui déjeunent à l'extérieur, bon, ça sera peut-être un peu juste, mais bon, voilà ce que je vous propose. Allez, les rapports. Rapport A1. Monsieur le Président, chers collègues, donc le premier rapport concerne la politique en faveur de la petite enfance, l'enfance et la famille. Donc, concernant ce rapport, il s'agit d'allouer les moyens à la politique départementale de la petite enfance, de l'enfance-famille au titre de l'année 2022. Donc, on va rapidement passer au projet de budget. Je vous fais grâce du préambule. Donc sur cette politique, nous avons des crédits en crédit de paiement en dépenses de 63 017 488 €. Nous avons en investissement des crédits de paiement en dépenses à hauteur d'un montant de 2 811 000 € et un ajustement des autorisations de programme à hauteur d'1 416 435 €. Je vous fais grâce des centimes. Nous avons la première politique qui concerne agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles. Cela concerne notamment les consultations et les actions de santé préventive au titre de la protection maternelle infantile. Vous savez que le département organise notamment des consultations et des actions de promotion de la santé en faveur des enfants de moins de 6 ans. Il s'agit notamment, et les objectifs donc sont les suivants: s'assurer du bon développement physique et psychomoteur des enfants de moins de 6 ans, dépister et orienter les troubles du développement et les handicaps, prévenir la survenue de pathologies par l'éducation à la santé, informer et développer les compétences parentales et de dispenser les risques de maltraitance. Pour cette politique, nous vous proposons en dépenses de fonctionnement des crédits de paiement à hauteur de 62 000 €, en dépenses d'investissement 8 000 € et en recettes 250 000 €. Nous avons ensuite, dans le cadre de cette politique, le financement des centres de planification et d'éducation familiale, donc des dépenses de fonctionnement à hauteur de 752 794 €. Ensuite, nous avons les centres d'action médico-sociale précoce qui sont chargés d'accueillir les enfants âgés de moins de 6 ans et qui assurent notamment la prise en charge la plus précoce possible en proposant des dépistages et des diagnostics de troubles, la rééducation par cure ambulatoire, l'accompagnement des familles et le soutien à l'accès aux structures de petite enfance et à la scolarité. Nous avons donc pour ces centres un régime réglementaire de tarification par une dotation globale annuelle à la charge du régime d'assurance maladie pour 80% de son montant, et le département prend en charge le solde. La proposition budgétaire pour cette action s'élève à 355 000 € en crédit de paiement. Concernant la stratégie nationale, vous savez que le département s'est engagé dans le plan de lutte contre la pauvreté qui s'est traduite par une convention qui a été signée entre l'État et le département en juin 2019. Cette politique et le département s'est engagé notamment sur l'accompagnement des sorties de l'aide sociale à l'enfance avec l'Envolée, l'association d'entraide des pupilles et des anciens pupilles de l'État et des personnes accueillies en protection de l'enfance. La prévention également des difficultés langagières entre 0 et 3 ans avec l'association 1001 mots. Nous y étions avec le président il y a quelques semaines. Nous sommes allés voir les intervenants. C'est une action qui, je pense, répond à un véritable besoin. Et en tous les cas, les familles utilisatrices nous renvoient des
des éléments d'évaluation très positifs. Également, donc, dans le cadre de cette stratégie, vous savez qu'on a signé avec l'État une convention le 21 octobre 2021 avec 39 fiches actions qui, je vous le rappelle, ont les objectifs suivants: renforcer la prévention, diversifier les modalités d'accompagnement dans une logique d'équité territoriale, offrir une prise en charge adaptée aux mineurs confiés en ayant une attention particulière aux jeunes en situation de handicap, mobiliser la société civile autour de l'enfance protégée en développant le parrainage et en organisant le soutien et l'accompagnement des tiers non professionnels. Proposition budgétaire pour cette action, donc en dépenses de fonctionnement, 3 4 518 € en crédit de paiement, recettes de fonctionnement 2 529 039 €. Ensuite, nous avons le programme Apporter un soutien à des familles en difficulté en milieu ouvert et notamment le programme de prévention spécialisée pour vous rappeler que le département participe au financement des actions suivantes qui concernent notamment les adolescents et les jeunes adultes de 16 à 25 ans qui ne peuvent ou ne veulent pas s'adresser aux dispositifs habituels d'intégration sociale, culturelle et économique, le diagnostic préalable mettant en évidence des phénomènes d'inadaptation sociale, un intervenant sur l'environnement afin de contribuer au maintien ou au rétablissement des règles de vie sociale et en s'inscrivant dans une logique de partenariat avec l'ensemble des autres services en lien avec cette problématique. La proposition budgétaire qui vous est faite en fonctionnement, 500 000 € en crédit de paiement, dont 300 000 € au titre du transfert de la compétence à Orléans Métropole. Ensuite, les interventions à domicile. Donc, ce sont les interventions des techniciens de l'intervention sociale et familiale au sein des familles en difficulté. Ce soutien est porté uniquement par l'association À Domicile 45 sur l'ensemble du territoire loiretain. Nous avons également à prendre en charge une augmentation salariale des intervenants qui est prise en considération par le département. Cette aide vise à éviter les mesures de placement à l'ASE par la prise en compte de nouvelles façons d'exercer sa fonction parentale. Nous avons également l'accompagnement éducatif à la parentalité, dispositif que vous connaissez bien. L'action éducative en milieu ouvert, ce que l'on appelle l'AEMO, qui est ordonnée par le juge des enfants et financée par le département. L'ensemble de cette politique représente en fonctionnement des crédits à hauteur de 5 800 000 €. Ensuite, nous avons des aides financières diverses qui concernent notamment les secours exceptionnels et les allocations mensuelles à hauteur de 477 500 €. Ensuite, le programme Prendre en charge les mineurs confiés, donc c'est l'accueil en urgence à la maison départementale de l'enfance. Comme vous le savez, cette mission est assurée par l'AMDE, établissement non autonome du conseil départemental implanté à Orléans et à Milly. 3 unités supplémentaires ont été créées afin d'augmenter la capacité d'accueil et de porter ainsi sa capacité autorisée à 81 places. Plusieurs transformations importantes sont à l'œuvre au sein de l'AMDE. La sortie en centre parental de la MDE pour rejoindre l'unité de prévention de la direction de la petite enfance, enfance-famille, l'évolution des modalités d'hébergement des adolescents vers une résidence éducative et des appartements semi-autonomie, et la création d'un service d'évaluation et d'orientation à même d'investiguer l'environnement familial pour proposer davantage d'alternatives au placement institutionnel, et la construction, comme vous le savez, d'une seconde unité à Amélie. Pour cette politique, donc en fonctionnement, on vous propose des crédits de paiement à hauteur de 7 021 400 €, en investissement 2 710 000 € en crédit de paiement, dont 2 110 000 € seront affectés à la Villa Roland et 600 000 € pour la rénovation de l'unité 612 de la MDE. Nous en avions fait le tour de la MDE avec la commission et nous avions effectivement, avec les services, proposé qu'ils soient engagés rapidement les travaux de rénovation de cette unité 612. L'accueil en structure collective, donc pour l'accueil en structure collective, ce sont des foyers éducatifs dénommés MEX. La transformation de l'offre de placement en redéploiement de 119 places d'internat en 474 places habilitées en placement à domicile, PAD, figure également dans cette action.
Le département, vous le savez, s'est engagé à la création de 150 places en MEX, ce qui représente un effort budgétaire à hauteur de 7,5 millions d'euros. Par ailleurs, et pour tous les jeunes de plus de 16 ans, l'installation en semi-autonomie et en appartement est recherchée. À cet effet, le département s'est rapproché de la Fondation Val-de-Loire et de la DAIFI pour organiser la prise en charge de 200 jeunes sur l'ensemble du territoire loiretain. Donc pour cette action, globalement, cela représente des dépenses de fonctionnement à hauteur de 35 383 831 euros et donc pour des recettes à hauteur de 360 000 euros. L'accueil familial, cette action recouvre différents types de frais relatifs à la prise en charge par les assistants familiaux des enfants, transport, frais médicaux et autres. Elle intègre également un module de 60 heures qui permet aux assistants familiaux de bénéficier d'analyses de pratiques et d'un approfondissement de certaines thématiques abordées lors de leur formation initiale qui s'élève à 240 heures. Le département poursuit également son objectif de recruter 100 assistants familiaux supplémentaires. À cet effet, différentes campagnes de communication seront effectuées en partenariat avec l'autorité judiciaire, également soucieuse de développer ce mode d'accueil. Et lors des rendez-vous de territoire, on a également évoqué le fait de s'appuyer sur les maires et le réseau des maires pour essayer de nous aider à recruter de nouveaux assistants familiaux. La proposition budgétaire pour cette action s'élève à 453 400 euros. Enfin, là, le dernier point donc concerne les mineurs non accompagnés. Donc, vous avez cette action qui regroupe l'évaluation de la minorité de l'isolement, l'accompagnement des MNA confiés au département selon une clé de répartition nationale. Les jeunes se déclarant MNA sont pris en charge depuis le 3 septembre 2019 à Ozoir-sur-Loire sur un site unique géré par l'association Imanis. J'en profite pour vous dire, nous y sommes allés avec les 2 conseillers départementaux et les services cette semaine, visiter donc avec Jean-Luc et Lynn cette semaine sur le site. Le site est très bien tenu. On n'a plus. Madame le maire était avec nous, Madame le maire d'Ozoir, et s'est félicité maintenant de le climat apaisé avec les riverains et pour la satisfaction de tous. Et je pense que c'est une unité qui répond aux besoins et qui accueille dignement les mineurs non accompagnés. Donc voilà, pour les propositions budgétaires sur cette fonction, des dépenses de fonctionnement à hauteur de 7 407 050 euros. Voilà, Monsieur le Président, ce qu'il nous est proposé, donc de ratifier le budget primitif 2022 et les crédits conformément au tableau et à ce que je viens de vous présenter, de valider également le budget de la MDE et d'arrêter une subvention à hauteur de 7 021 400 euros, de valider les barèmes des allocations liées à l'accueil de l'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance et de reporter l'opposabilité du schéma départemental de cohésion. Excusez-moi, c'est autre chose. Je m'arrête là. Pardon. Voilà, tout à fait. Donc, merci. Donc, un rapport extrêmement important puisqu'il concerne l'enfance, l'aide sociale à l'enfance en particulier. On le voit avec des chiffres qui sont, je ne vais pas dire vertigineux, mais pratiquement, puisqu'on passe de 49 millions d'euros en 2020, vous l'avez vu, 53 en 2021 et 63 en 2022. Donc je pense qu'il y a une ascension qui est peut-être due aussi à un phénomène sociétal, mais en tout cas à une volonté claire du département d'aller toujours plus loin dans ce domaine-là, dans l'encadrement de ces enfants qui nous ont confiés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Baptiste Chapuis. Plus une intervention que de questions. Monsieur le Président, chers collègues, juste quelques remarques qui vont être un petit peu redondantes avec ce que j'ai déjà dit en commission, mais permettez-moi de les formuler en session, et ainsi qu'une explication de vote. Sur le budget, autant c'est vrai et ça justifiera aussi notre choix dans ce vote, on reconnaît les efforts qui ont été faits cette année dans le budget, une vraie prise de conscience de la situation, et notamment de ces mesures de placement qui, sur décision de justice qui ne sont pas effectives par manque de place ou de moyens suffisants. Et donc voilà, on tenait à remarquer et à saluer la création de ces places d'hébergement supplémentaires, en tout cas cette volonté d'en créer, à la fois avec des acteurs de terrain et plus tard, on en a parlé tout à l'heure, avec peut-être d'autres acteurs. Souligner aussi cette volonté qui est faite de recruter plus massivement des assistants familiaux, et ça je le tenais à le souligner, on l'a abordé aussi rapidement tout à l'heure. Donc montrer aussi qu'il y a de vraies avancées sur ce budget,
C'est pour ça qu'on ne votera pas contre cette délibération et ce rapport qui est présenté cet après-midi. Mais néanmoins, on sent qu'il y reste encore des choses sur lesquelles on a besoin de travailler. On a évoqué tout à l'heure la question de la revalorisation des barèmes sur les allocations et les bourses d'entretien. On se rend compte que certaines bourses et certains allocations n'ont pas évolué depuis un certain nombre d'années. Et je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. On a besoin aussi, et ça a été évoqué, mais de travailler sur l'accompagnement des professionnels. On sent qu'il y a une tension autour de certains de ces métiers. On a besoin de retrouver de la confiance, peut-être retrouver, et je le sais que c'est une volonté aussi des agents du département, de trouver des espaces de dialogue pour permettre d'avancer et de gérer aussi la pénurie de personnel, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça repose sur ceux qui sont présents aussi. Et c'est vrai qu'on oublie aussi que, certes, il y a des démarches de recrutement, mais aujourd'hui, on a des services qui sont en sous-effectif et qui doivent supporter cette augmentation de l'activité. Et donc ça, voilà, je tenais à le souligner. Et c'est pour ça que nous ferons une abstention de vigilance et avec une volonté de l'année prochaine pouvoir voter pour, si jamais on arrive à avancer sur ces différents sujets. Bien, donc l'abstention de vigilance, c'est la première fois que j'entends ce terme-là, mais très bien, on avait parfois des abstentions positives, mais donc là, mais c'est vrai que je reconnais, enfin tous les propos que vous tenez dans votre intervention, là aussi on les constate, c'est-à-dire que le manque de personnel, la pénurie de personnel, la difficulté de recruter, peut-être un métier qui n'est pas suffisamment attractif, peut-être aussi une orientation nouvelle. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plus, je ne vais pas dire de vocation, mais peut-être que les jeunes ont moins la vocation de s'orienter vers ces métiers-là. Alors après, c'est moins le goût pour y aller aussi, peut-être. Donc voilà, en tout cas, il faut essayer de corriger, tisser des liens avec le RTS. Je pense que ça, c'est important aussi. Je ne sais pas, Florence, si je te laisse la réponse. J'ai pas de réponse. Enfin, on essaye de trouver sur le recrutement. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On essaye de trouver tous les moyens pour rendre attractif et trouver des solutions de recrutement. Parce que effectivement, vous avez raison sur ce point. Ça allègera aussi le travail des équipes qui sont en place, qui font le maximum pour essayer d'accueillir les enfants placés dans les meilleures conditions possibles. Mais on sait que c'est en tension. Ce serait mentir que de dire le contraire. On va essayer de prendre tous les leviers. Je vous ai parlé des réseaux, des maires, des fois sur le territoire pour valoriser aussi les métiers d'assistants familiaux. Vous le savez, on en a parlé en commission. On essaye aussi de mettre des temps de répit pour les assistants familiaux pour leur permettre de prendre des congés, de souffler de temps en temps. Bon, voilà, on va essayer de trouver tout un tas. Je pense qu'il n'y a pas de solution unique. On y réfléchit. On continuera à réfléchir en commission et bien évidemment, on prendra aussi l'avis des personnels en place. Parce que vous avez raison de le souligner, c'est important aussi de prendre leur avis. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, je vous propose donc de voter. Y a-t-il des votes contre? Non, donc des abstentions dans le sens de ce qu'a dit Baptiste Chapuis. Donc on considère... il n'y a pas vos collègues Christine Tellier et... Attends, c'est Christine est là? Non. Oui. Non, nous on fait l'inverse, on salue l'avancée et on ne s'abstient pas en attendant les résultats de la mission et la suite. Donc alors, du coup, vous m'avez entendu? Oui. Donc est-ce qu'il n'y a que le groupe socialiste qui s'abstient ou est-ce que... Bon, et Hugues, toi c'est vote pour? D'accord. Bon, alors il n'y a pas de consigne de vote de la part des communistes. Pas de pouvoir donné non plus. Pas de communistes. Donc, non. Bon. Ok. Donc, Rosa, vous comptez les votes. Donc, on a bien compris. On a bien compris qu'il y avait une abstention du côté du groupe socialiste et donc un vote pour les autres et absence à la délibération des élus communistes. Voilà. Merci à vous. Donc, rapport A2. Alors, le rapport A2 vous est présenté par Corinne Melsassar. Je vous remercie. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc le présent rapport vous invite à statuer sur les moyens alloués à la politique départementale de l'éducation et de l'enseignement supérieur au titre du budget primitif 2022. Je vais vous présenter une synthèse de ce rapport. Il est évident que si vous avez des questions sur des actions ciblées de ce rapport, nous y reviendrons par la suite.
donc le département, acteur incontournable de la réussite scolaire des jeunes du Loiret. 58 collèges publics avec ses 31 000 collégiens, 12 collèges privés avec 4 600 élèves, 22 000 repas servis quotidiennement. L'engagement en faveur de l'éducation scolaire reste une des actions principales du département. Il se concrétisera en 2022 par un budget de 57 millions, avec une forte ambition de déployer une politique éducative globale, la garante de l'équité des territoires. Nos priorités sont les suivantes: offrir des conditions d'accueil optimales, faciliter la continuité éducative, garantir des outils numériques performants, promouvoir une restauration de qualité et sensibiliser à la préservation de l'environnement. Avec près de 42,5 millions, le volet patrimonial est évidemment la grosse part du budget, que ce soit en fonctionnement comme en investissement. On peut ainsi citer les opérations de gros entretien et renouvellement, dont 1,6 million qui servira à lancer la première phase de notre programme de rénovation énergétique, par exemple au collège Pierre Desarnaud de Châtillon-sur-Loire, collège Robert Goupil de Beaugency, collège Guillaume de Loris et collège Lucie Aubrac de Villemandeur. Des projets d'extension et ou de demi-pension, 5 millions sont proposés pour poursuivre le projet concernant le collège La Sologne de Tigy et 400 000 € pour l'extension du réfectoire du collège Charles Rivière d'Olivet. Des études de faisabilité pour les demi-pensions des collèges Clos Ferbois de Jargeau et Montjoie de Saran, ainsi que des études de programmation concernant plusieurs demi-pensions des collèges Jean Joudiou de Châteauneuf-sur-Loire, Jacques de Tristan de Cléry-Saint-André et les Clorisseaux de Poilly-Légien. Également la continuité des travaux de mise en conformité des établissements pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et le SSI, c'est-à-dire Système Sécurité Incendie. La poursuite des interventions visant à une meilleure sécurisation des collèges. Pour répondre aux impératifs de Vigipirate, le département a, pour rappel, déjà dépensé près de 3 millions depuis 2016. Également, des travaux d'aménagement dans divers collèges sur des espaces d'enseignement, de vie scolaire, la création de sanitaires ou préaux. Par exemple, 600 000 € permettront de réaménager et végétaliser la cour du collège Robert Goupil de Beaugency, opération que nous avons lancée mardi avec le président. Le PPI et plus particulièrement la stratégie de construction de nouveaux collèges devra être adoptée d'ici septembre. Cette réflexion s'accompagnera de nouvelles prospectives en termes de démographie scolaire, de possibles modifications de sectorisation et de recherche de plus en plus de modularité dans nos bâtiments. En 2022, 280 000 € sont affectés aux différentes études qui seront engagées par les collèges du Chachon de Montargis et du Clos Ferbois de Jargeau et la poursuite de celle sur la reconstruction du collège André Malraux de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Dans ce rapport est présentée également l'action du département qui vise à soutenir la qualité de service dans les collèges. Parce qu'un collège où l'on mange bien et où l'on vit bien est un collège où l'on apprend bien. C'est pourquoi cette recherche d'une qualité d'accueil dans les collèges se traduira notamment par le versement de dotations annuelles de fonctionnement pour les collèges publics de près de 2 millions, ainsi que de dotations annuelles d'investissement à hauteur de 570 000 €. 800 000 € dédiés à la téléphonie fixe et mobile, au Wi-Fi, à la reprographie et aux liaisons Internet. 1,8 million pour l'entretien et la gestion du parc informatique et les usages numériques. Il est important de souligner que dans le cadre de la loi de refondation de l'école, le département a, depuis septembre 2019, repris la gestion de la totalité des équipements informatiques des 58 collèges publics et le résultat sur le plan de la qualité de service est bien là. Les principaux de collèges s'en sont fait unanimement l'écho lors de notre dernière réunion, soulignant la réactivité et l'efficacité de nos services. 1,5 million sera consacré également au renouvellement d'équipements d'entretien ménager ou d'équipements de demi-pension. À cet égard, le département est très attaché à garantir la qualité des repas
et incite les cuisiniers à s'inscrire dans la démarche du plan alimentaire territorial porté en lien avec la Chambre d'agriculture. L'objectif est bien de développer les circuits courts et l'offre locale. Enfin, pour faire écho à d'autres politiques publiques qui nous seront présentées aujourd'hui, je souhaite faire un focus sur 2 actions. La première, en lien avec Loiret Planète en tête, concernant l'achat des énergies. Pour les collèges, un poste budgétaire important, environ 4 millions d'euros. Le changement de fournisseur d'énergie a permis au département de conserver son option électricité verte et de développer le gaz vert. Cela va nous permettre de tenir les engagements en matière de diminution des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la stratégie bas carbone. Deuxième focus pour cette action, en lien avec notre priorité de l'insertion par l'emploi et notre besoin grandissant de recrutement. Nous souhaitons créer 30 à 40 postes emploi PEC, parcours emploi compétences, sur des missions d'agents polyvalents dans nos collèges pour des publics en difficulté et en recherche d'emploi. Pour conclure, un mot sur l'enseignement supérieur. Vous le savez, le département s'engagera très fortement financièrement dans les années à venir sur le projet de campus étudiant Madeleine pour financer le déménagement de la faculté de droit et d'économie en centre-ville d'Orléans. Pour autant, en 2022, le département soldera à hauteur de 100 000 € son aide à un projet scientifique porté par le BRGM, tourné vers le développement des technologies du sous-sol pour la transition vers une énergie décarbonée et l'atténuation du changement climatique. Depuis 2016, le département aura ainsi investi 1 million dans ce projet de recherche locale particulièrement porteur pour l'avenir. Voilà la synthèse que je souhaitais vous présenter, Monsieur le Président. Et donc, je soumets ce présent rapport à vos délibérations. Je vous remercie. Merci. Un rapport très dense aussi, avec cette conclusion sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, nous sommes associés dans ce projet Mi-Maroc. Effectivement, on est arrivé au terme du financement, un financement extrêmement important. Et puis, toutes les autres politiques déclinées, avec le focus sur les PEC dans les collèges, effectivement, des parcours emploi compétences. Je pense que là aussi, il y a un gisement d'emploi et c'est un secteur où on a du mal à recruter. Donc là, c'est à nous. On a les 2 maillons de la chaîne. On a des gens qui sont en recherche d'emploi avec des besoins de formation. Et puis, on a des emplois qui sont à disposition. Donc voilà, il faut faire matcher. Et c'est en ça aussi. C'est une belle illustration. Si ça fonctionne bien, c'est une belle illustration de ce qu'on peut faire, y compris à l'échelle privée. Voilà, des questions sur ce rapport A2? Oui, Baptiste Chapuis et Hugues Rimbourg. Monsieur le Président, chers collègues, sur cette présentation A2, une petite remarque, mais qui avait déjà été formulée en commission. C'est vrai que dans le rapport, et c'est le cas de tous les rapports qui sont présentés, sont valorisés, notamment les dépenses de fonctionnement et d'investissement sur chacun des dispositifs, et assez peu valorisé au final, parce qu'ils n'ont pas forcément de traduction budgétaire, le travail de nos agents de la collectivité. Et c'est vrai qu'on a rarement, mais ça c'est le cas dans l'ensemble des collectivités, de comptabilité analytique qui permet de valoriser aussi le nombre d'agents qui travaillent sur chacun des dispositifs. Par exemple, on sait que voilà, dans les directions culture, sport, handicap, voilà, on a des agents, des fonctionnaires territoriaux de la collectivité qui travaillent. Et notamment, pourquoi je dis ça? Parce que c'était la réponse qui m'avait été faite quand j'avais évoqué le fait que dans cette présentation budgétaire, on n'y voyait pas la traduction de la volonté d'une étude sur la tarification de la restauration scolaire. Et c'est vrai que ce qui était dit, c'est que logiquement, il n'y avait pas de traduction financière et donc budgétaire, parce que c'était un travail interne de la collectivité. On n'allait pas avoir recours à un cabinet d'audit externe pour nous expliquer comment ça allait se passer. Et donc, c'était bien un travail des agents de la collectivité qui serait fait. Et donc, au final, peu valorisé dans le document budgétaire, mais c'est aussi un petit peu voilà, la spécificité des documents budgétaires qui ne renvoient qu'une partie de l'activité et du travail de la collectivité. Donc je tenais à le souligner, parce que c'est vrai qu'on est plutôt attentif spécifiquement à ce sujet-là, mais peut-être aussi il faudra réfléchir plus tard à valoriser aussi l'engagement fort des agents de la collectivité sur chacune des thématiques. Et donc c'est pour ça que, en cohérence avec ce qui a pu être voté précédemment, on s'abstiendra sur cette délibération en
en attendant les résultats de ce travail sur la question de la tarification de la restauration scolaire, parce que autant j'entends ce besoin de bien manger, autant j'entends aussi, je sais qu'on partage cette interrogation-là sur le fait qu'on a un certain nombre de parents qui n'envoient pas forcément leur enfant dans la restauration scolaire sur des questions de tarification, et qu'on a besoin de pouvoir adapter cette tarification à la situation personnelle et sociale des différentes familles, même si on sait qu'il existe des dispositifs d'aide, mais auxquels malheureusement qu'ils sont assez peu sollicités. Et c'est vrai que sur le coup, le fait de réfléchir à une tarification sociale adaptée à la situation des familles. Alors, je sais que on échangera beaucoup sur les modalités, sur est-ce qu'on l'applique aux quotients familiales, est-ce que on a un certain nombre de niveaux de tarifs, le nombre de niveaux de tarification qui pourraient être proposés, et sur quel service ça reposerait de pouvoir recouvrer et mettre en application cette tarification. Je sais qu'il y a des grands débats autour des agents comptables, et de la double hiérarchie derrière. Je sais qu'il y a des volontés de pouvoir remettre en question ces sujets-là, mais voilà, je ne voudrais pas que ça mette en difficulté nos réflexions autour de la tarification sociale sur l'année 2022. Voilà, c'est un travail très lourd qui mérite effectivement une réflexion approfondie et surtout mesurer les incidences sur la charge de travail de nos agents aussi, évidemment, d'agents dans les finances en particulier. Sur la valorisation du travail de nos agents de restauration scolaire, oui, on est tous d'accord aussi pour reconnaître qu'ils font un travail extraordinaire. Ils se mobilisent et je vais régulièrement les voir, je vais régulièrement dans les collèges. J'y étais encore hier avec Jacques Mézard, mais l'idée est toujours évidemment de saluer le travail qui est accompli au quotidien auprès des enfants qui déjeunent ou qui fréquentent nos collèges. Voilà. Hugues Rimbourg. Merci, Monsieur le Président. Deux remarques sur l'enseignement supérieur et la recherche. D'abord, le projet Mi-Maroc, qui a été cité par Mme Melzassar, c'est un projet majeur en géothermie, un projet d'envergure nationale, voire internationale. Et ça souligne bien le poids du BRGM dans les sciences du sous-sol et dans la géothermie. Il n'y a pas que le BRGM, il y a aussi un ensemble d'entreprises qui gravitent autour, des bureaux d'études, Antea, la Compagnie française de géothermie. Donc il y a un environnement autour des sciences du sous-sol, de la géothermie. Il y a aussi une ressource qui est abondante, c'est ce que montre l'Atlas de la géothermie, qui est lui aussi produit par le BRGM, qui montre qu'à l'est de la région centre, il y a une ressource qui est abondante. Et néanmoins, les experts de l'ADEME indiquent que la géothermie est assez peu développée, insuffisamment par rapport à d'autres territoires, par rapport à d'autres régions comme l'Île-de-France, l'Aquitaine. Donc il y a une inadéquation entre ce qui pourrait être fait et ce qui est fait. Et un des obstacles, c'est notamment la méconnaissance de la technique. Et là, probablement, le département, à travers tout son programme de rénovation et de construction, a un rôle important à jouer. Et souvent, dans cette assemblée, on cherche des atouts du territoire à mettre en valeur. Là, il y en a un. Et il y a une carte à jouer qui est pour l'instant insuffisamment développé. Et deuxième remarque sur le lien entre l'enseignement supérieur et les collèges. Il n'y en a pas dans le rapport tel qu'il est présenté. Les deux choses sont disjointes. Et pourtant, il y a, je pense, un lien à créer parce qu'il y a un fort enjeu d'accès au diplôme, d'accès aux études supérieures à partir du collège. Et il y a un document qui m'a frappé qui est une carte de l'Observatoire des territoires qui montre le niveau de diplomation dans le département. Et on voit qu'il y a vraiment des disparités fortes. Et que, entre l'Est et l'Ouest, les territoires plus éloignés de la métropole ont un taux d'accès au diplôme qui est beaucoup plus faible. Et Madame Melzassar, vous parliez d'équité des territoires. Là, il y a un vrai enjeu d'équité et sur lequel le département a un rôle à jouer. Et l'université peut participer à cet effort. Et je citerai par exemple un dispositif qui s'appelle la main à la pâte, qui est promu par l'Académie des sciences et la Maison pour la science, qui consiste à envoyer des chercheurs dans les collèges pour donner goût à la science, donner goût aux études et attirer les jeunes vers les études supérieures. Il y a 6 collèges pilotes, peut-être certains d'entre nous ici voient ça par le biais des conseils d'administration. Mais c'est un dispositif qui est à soutenir et développer. Il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi toute la formation continue des profs du secondaire, qui se fait à l'université. Donc l'université est un partenaire sur lequel, je pense, on ne travaille pas assez, avec lequel on n'interagit pas assez dans cet objectif de tirer les jeunes vers plus de compétences et plus de diplômes. Et puis pour finir, le département a investi 20 millions d'euros
principalement au bénéfice de l'université par le biais du campus Madeleine. Je pense qu'il n'y a pas forcément des contreparties à exiger, mais on peut légitimement engager un dialogue et demander l'appui de l'université dans cette action en faveur des collégiens. Je vous remercie. Bien, merci pour ces réflexions. On sent le scientifique qui parle aussi, en tout cas le passionné de science. Merci pour votre intervention. Effectivement, vous m'avez présenté une carte de comment dire, où la géothermie sera un outil très favorable, enfin un moyen très favorable de produire de l'énergie, et le Loiret est vraiment une zone par excellence. La majorité du département peut être très favorable à la géothermie. Donc je pense qu'effectivement on doit s'inscrire dans une réflexion autour de la géothermie, parce qu'on n'y pense pas suffisamment. On pense aux éoliennes, on pense aux panneaux photovoltaïques, mais on laisse souvent un peu trop de côté cette géothermie. Merci pour votre intervention. Y a-t-il d'autres interventions? Non. Je vous propose de voter ce rapport. Y a-t-il des votes contre? Non. Y a-t-il des abstentions? Oui. Le groupe socialiste. Est-ce que Mathieu, tu as le pouvoir de Dominique ou... Oui. Donc, OK. Donc, abstention pour les groupes socialistes et communistes. Vote pour les deux autres groupes. D'accord. Merci. Donc, rapport A3. Le rapport A3 concerne le budget des initiatives en direction de la jeunesse, et c'est Nadia Labadi qui vous le présente. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, lors de la session du 19 octobre 2018, nous avions voté le nouveau plan Agir pour nos jeunes, qui renforçait l'engagement du département en faveur de la jeunesse. Pour l'année 2022, le département va consolider son rôle auprès de la jeunesse loiretaine, et le présent rapport vous invite donc à statuer sur les moyens alloués à la politique globale du plan Agir pour nos jeunes au titre de l'année 2022. En ce qui concerne les propositions au titre du budget 2022, il est proposé d'attribuer un crédit global de 767 800 €. Ces crédits se répartissent sur deux axes. Le premier est la participation aux classes de découverte, pour lesquelles il vous est proposé de réserver 285 000 €. Le deuxième axe concerne les actions éducatives du plan jeunesse, qui s'inscrit dans le projet de mandat autour de la continuité éducative et l'engagement citoyen des jeunes, pour lesquels il vous est proposé de réserver 482 800 €. Nous avons tout d'abord les actions qui concernent la continuité éducative, comme le maintien de l'ENT, plusieurs actions aussi autour de l'éducation aux usages numériques des collégiens, comme le dispositif Promeneur du Net ou la quinzaine du numérique, la lutte contre le décrochage scolaire et la prévention des ruptures, le dispositif Décroche ton stage, la reconduction du budget participatif en direction des collégiens, le développement de l'ouverture culturelle des collèges, comme avec le collège au cinéma. Et en ce qui concerne les actions concernant l'engagement citoyen des jeunes, j'en ai parlé tout à l'heure, le maintien des parcours citoyens, le concours national de la résistance et de la déportation, des appels à projets pour les jeunes et les institutions jeunesse, et des actions en faveur de la pratique sportive des collégiens, avec notamment le label Génération 2024. Vous avez dans le rapport un tableau qui regroupe et détaille les nombreuses actions mises en place. En conclusion, pour la mise en œuvre de la politique précédemment exposée, il est proposé de ratifier au titre du budget 2022 les crédits conformément au tableau de synthèse figurant dans la partie proposition au titre du budget primitif 2022, donc 482 800 pour les initiatives jeunesse, de réserver pour 2022 une participation prévisionnelle de 285 000 € au titre des classes de découverte qui se décomposent de la façon suivante: 245 000 pour l'œuvre universitaire du Loiret, 5 000 € pour Cigale et Grillon, et enfin 35 000 € pour d'autres organismes. Et enfin, d'inscrire au budget primitif 2022 80 000 € en section d'investissement pour le dispositif citoyen budget participatif des collèges. J'ai l'honneur de soumettre le présent rapport à vos délibérations. Voilà, très bien, merci. Merci pour la présentation de ce rapport. Donc, on voit l'œuvre universitaire, un grand partenaire historique du département. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Oui, Hugues Rimbourg. Merci, Monsieur le Président. Une question sur le lien avec la région qu'a lancé les États généraux de la jeunesse. Est-ce qu'il y a une coordination avec la politique jeunesse de la région?
Pas à ma connaissance. La région mène ses actions avec, je sais pas, ils ont OIEPS, ils ont d'autres actions. Ils font aussi, oui, je crois qu'il y a une grande manifestation autour de la jeunesse. Le département mène les siennes aussi. Voilà. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas qui est-ce qui parlait de la disparition des départements. Il n'y aura peut-être plus qu'une grande collectivité. Le conseil territorial, ça permettra de faciliter les liens entre les deux. Bon, allez, mais non, il n'y a pas de lien direct sur cette politique-là. Est-ce qu'il y a des questions autres sur ce rapport ou des remarques? Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Abstention, tout le groupe, oui, tout le groupe socialiste. Vote pour, donc groupe communiste, Vert et les autres. Bien, rapport A4. Donc, le rapport A4 concerne la présentation des modifications de la sectorisation scolaire des collèges pour les communes de Douchy-Montcorbon et Villevoc. Donc, c'est Aude Denisot qui vous présente ce rapport. Monsieur le Président, mes chers collègues, le présent rapport a donc pour objet la présentation pour la rentrée scolaire 2022 des modifications de la sectorisation des collèges des communes de Douchy-Montcorbon et de Villevoc ensuite. Comme cela se fait de manière classique en pareil cas, l'Éducation nationale a demandé consécutivement à la fusion des deux communes de Douchy et de Montcorbon en 2016 que tous les élèves de la nouvelle commune soient scolarisés sur le même collège. Après concertation et consultation de tous les partenaires de cette scolarisation, notamment organisée par nos deux collègues du secteur, Corinne Melzassar et Frédéric Néraud, des discussions ont été menées, des visios proposées, une grande concertation donc menée. Il a été décidé que les élèves, les enfants, les jeunes de Douchy seraient désormais scolarisés à Courtenay et non plus à Château-Renard. Le département qui a rencontré tous ces acteurs a bien entendu assuré, notamment les parents, les familles, qu'ils seraient attentifs à ce que cela se fasse tout en douceur, notamment en empêchant les fratries d'être séparées, en scolarisant les élèves qui ont commencé leur scolarité à Château-Renard pour pouvoir la terminer dans ce même collège, et que, évidemment, le transport scolaire continuerait d'être assuré pour toutes ces familles. Pour ce qui est de la commune de Villevoc, elle fait partie du syndicat intercommunal de regroupement d'intérêt scolaire, le CIRIS, de Minières, qui regroupe donc 5 communes. Les 4 autres communes de ce CIRIS sont toutes réunies au collège Charles d'Evergne à Bellegarde depuis 2019 pour les 2 dernières communes. Donc il ne restait que celle de Villevoc qui a demandé, elle aussi, à la demande des parents de la commune, que les collégiens puissent aller eux aussi au collège Charles d'Evergne de Bellegarde. Donc il est décidé à compter de la rentrée scolaire 2022 le rattachement de la commune de Douchy-Montcorbon au collège Aristide Bruand à Courtenay et le rattachement de la commune de Villevoc au collège Charles d'Evergne à Bellegarde. J'ai l'honneur donc de soumettre le présent rapport à vos délibérations. Merci Aude pour la présentation de ce rapport. Y a-t-il des questions? Oui, Frédéric Néraud. C'est pas une... Monsieur le Président, chers collègues, ce n'est pas une question, ça va être plutôt une intervention en vue d'expliquer mon vote. Alors, bon, bien sûr, je me satisfais complètement que satisfaction ait pu être donnée à la commune de Villevoc qui demandait effectivement le rattachement de ses collégiens au collège de Bellegarde. En revanche, je suis beaucoup plus perplexe sur la nouvelle sectorisation relative à la commune de Douchy-Montcorbon. Comme l'a expliqué Aude, Douchy-Montcorbon est une commune nouvelle qui est composée de 2 entités, comme son nom l'indique, distantes de plusieurs kilomètres. Douchy, qui historiquement a toujours été plutôt dans le bassin de vie de Château-Renard et qui était rattaché au collège de Château-Renard, et Montcorbon, qui
dont les élèves étaient rattachés au collège de Courtenay, ce qui avait du sens puisque Montcorbon a toujours été plutôt tourné vers Courtenay en termes de bassin de vie. Les familles de Douchy qui désiraient scolariser leurs enfants à Courtenay bénéficiaient de dérogations. Donc, je dirais que jusqu'à présent, la situation allait plutôt bien et il n'y avait aucune demande, contrairement à Villevoc, de la part de la commune. Alors, bon, une fois de plus, l'administration de l'éducation nationale n'a voulu voir qu'une tête, et a voulu que les élèves de l'ensemble de la commune nouvelle soient scolarisés dans le même collège, en disant commune nouvelle, c'est une commune, tous les enfants de la commune doivent être... Bon, sur le terrain, les réalités sont quand même un peu différentes. Alors, c'est ajouté à cela une forme d'imbroglio, il faut bien le reconnaître, et on a eu l'occasion d'en parler avec Florence. Le rapport d'Ivray, quand il dit qu'il y a eu unanimité au sein de la commission et au sein du CDEN, mais nous apprenions quelques jours plus tard, par un courrier du maire, que l'élu qui représentait la commune de Douchy-Montcorbon n'avait pas tenu compte de la position majoritaire exprimée par le conseil municipal et avait défendu son propre point de vue, ce qui est quand même regrettable. De même, je pense que Florence et Corinne s'en souviennent, le représentant des parents d'élèves était resté très silencieux et il a été littéralement désavoué par l'association de parents d'élèves qui lui a dit qu'il n'avait pas défendu le point de vue qui aurait dû être défendu au sein de cette instance. Alors, heureusement, il y a les dispositions transitoires dont a fait état Aude, les scolarités débutées seront achevées, les fratries ne seront pas séparées. Donc je sais bien que le département a fait tout ce qu'il pouvait pour que ça puisse se passer au mieux. Néanmoins, je ne vous cache pas que sur le terrain, c'est quand même assez mal ressenti par bon nombre de familles. Et encore une fois, je pense que l'éducation nationale aurait pu tenir compte de la volonté des élus qui était de dire « ça s'est toujours bien passé jusqu'à présent, continuons ainsi ». Bon, elle a préféré agir autrement et c'est dommage. Donc, en ce qui me concerne, je m'abstiendrai sur ce vote. Et bien sûr, pour toutes les raisons évoquées par Frédéric et sur un dossier sur lequel nous travaillons depuis plusieurs semaines, je m'abstiendrai également. Bien, vous voyez, alors il y a une mésentente sur la commune de Douchy-Montcorbon. Ça, c'est vrai que nous, il ne nous appartient pas de commenter. Mais effectivement, lorsqu'il y a eu vote à l'unanimité, nous sommes ralliés à ce vote. Et donc, moi, je vous propose de voter sur ce rapport. Alors, je vais bien noter 2 abstentions, mais je propose de voter. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, rapport adopté, moins 2 abstentions. Merci. Rapport A5. Alors, le rapport A5 concerne la création de 4 relais parentaux. Vous savez que dans le cadre de la stratégie TAQUET, ce qu'on a évoqué au mois d'octobre, il y avait une fiche action qui concernait la création de 4 relais parentaux sur le département. Donc, ce rapport est en lien avec cette création. Donc, les relais parentaux sont des structures d'accueil pour les enfants dont les familles traversent des difficultés momentanées ou périodiques. Et donc, ce service de prévention et de soutien à la parentalité, le relais parental est une réponse temporaire permettant de venir en relais de ses parents, proposant une solution d'accueil souple de l'enfant ou de la fratrie qui garantisse le maintien dans leur environnement habituel en dehors d'une mesure de protection de l'enfance. Donc, on est dans des dispositifs de prévention. Le financement de ce projet est à parité avec l'État pour un montant total de 2 800 000 € annuel, donc une participation pour le département à hauteur de 1 400 000 €. Le public bénéficiaire, ce sont les parents sujets à un risque d'épuisement parental, les parents qui sont confrontés à un problème de garde ponctuelle ou périodique, en lien soit avec une hospitalisation ou un problème de santé, ou des difficultés ou un retour d'insertion professionnelle incompatible avec la garde d'enfants. Les capacités et les modalités d'accueil concernent inconditionnellement des enfants de 10 semaines à 18 ans, en petit accueil collectif 10 places d'hébergement, avec un accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sera modulable en fonction du besoin des familles. Donc le dispositif va concerner 40 places d'hébergement sur le département
Et donc, la création de ces relais parentaux nécessite la publication d'un appel à projet qui relève de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La procédure est la suivante. La mise en place d'une commission d'information et de sélection d'appels à projet, la publication d'un calendrier annuel ou pluriannuel d'appels à projet, la publication de l'avis d'appel à projet ou du cahier des charges par arrêté du président du conseil départemental, la sélection de l'opérateur par la commission d'information et de sélection d'appel à projet, la délivrance de l'autorisation par arrêté et publication de la décision. Voilà, Monsieur le Président, la délibération qui est soumise au vote. Très bien, merci. Donc, y a-t-il des questions sur ce rapport A5, donc, sur ces relais parentaux? Non. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, donc rapport adopté à l'unanimité. Rapport A6. Alors, le rapport A6, qui est l'actualisation du règlement départemental d'aide sociale. Donc, je suis désolée, je vais être très longue parce que vous avez vu le nombre de pages. Donc, il faut quand même que je vous en lise un certain nombre. Non, je plaisante, Pauline, je t'assure. Donc, non, vous savez que, en fait, c'est une actualisation d'un certain nombre de fiches que l'on a déjà faites. Donc, je vais très vite résumer. Donc, vous avez un réajustement des fiches et des créations de 3 nouvelles fiches au regard de la réglementation en vigueur. Vous avez une première fiche, l'autorisation et la tarification des établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui sont autorisés. Une autre fiche concernant l'accueil des bénévoles et durable par un tiers. Ça, c'est un dispositif qui permet à un bénévole tiers de poser un cadre juridique d'intervention et définit les droits et obligations des parties ainsi que la coordination des acteurs. Donc ensuite, vous avez un dispositif qui s'appelle le parrainage de proximité, qui est un parrainage qui est la construction d'une relation affective privilégiée entre un enfant et un adulte ou une famille. C'est un dispositif qui est porté par une association qui s'appelle Parrainons 45. Vous avez également une fiche concernant l'aide à la vie partagée. Deuxième thématique, le réajustement au regard des orientations telles que validées par le département dans le respect de la réglementation en vigueur. Vous avez un premier point qui concerne l'aide départementale pour l'accès aux produits de première nécessité. Et vous avez ensuite une fiche qui concerne la transformation des politiques sociales dont la spécialiste est Pauline Martin. Et la dernière fiche, la simplification des fiches et l'actualisation des données, des documents associés. Voilà, très rapidement résumé, l'évolution de ce document important pour les politiques sociales de notre département. Voilà, mais rapidement, mais bien résumé. Effectivement, il y a des adaptations de termes, etc. Donc, un très bon outil, hein, ce règlement départemental d'aide sociale, c'est une mine concernant toutes nos actions. Donc, n'hésitez pas à vous y référer, à y faire référence. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport A6? Non, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, donc merci. Rapport adopté à l'unanimité. Je vous propose que nous poursuivions jusqu'à encore un petit quart d'heure, hein, à moins que ça pose problème. Non, on va jusqu'à -5, en gros, 12h55. Allez, donc on va commencer par les rapports B avec Hervé Gora. Merci, Monsieur le Président. Donc, le rapport B1 concerne les risques et réduire la vulnérabilité. Donc, c'est la convention cadre de partenariat entre le SDIS du Loiret et le département pour la période 2022-2028 dans le cadre de la politique A5. Donc, il vous est proposé aujourd'hui de signer cette convention de partenariat entre donc, le SDIS et le département, sachant que la Commission Mobilité et Aménagement du Territoire a émis un avis favorable à ce rapport en séance du 4 janvier. Donc, depuis 2006, soucieux d'optimiser l'efficience de leurs moyens, le SDIS du Loiret et le département du Loiret se sont rapprochés afin de mettre en place un partenariat permettant à chacun des organismes de bénéficier, le cas échéant, des compétences et moyens de l'autre partenaire. Ce partenariat s'est enrichi d'un volet financier en 2010 visant à préciser les éléments pris en compte par le conseil départemental pour apprécier ses contributions au budget du SDIS. Fort de ces échanges fructueux et conscient de l'évolution préoccupante de leurs ressources respectives, le SDIS et le département s'accordent sur la nécessité de poursuivre l'optimisation de la gestion, la recherche systématique d'efficience et la maîtrise des coûts des deux structures. C'est donc dans ce contexte que le conseil départemental confirme son soutien financier au profit de la démarche de modernisation engagée par le SDIS en adéquation avec ses propres capacités financières.
Donc, cette convention a pour objet de définir, dans le respect de la liberté d'initiative et de l'autonomie de fonctionnement respective, à l'établissement public et au département. Donc, d'une part, les modalités de mutualisation des informations, des moyens et des ressources des partenaires dans tous les domaines ne relevant pas de la mise en œuvre opérationnelle des moyens de secours du corps départemental ou des activités de prévention, de prévision des risques et de planification relevant de l'autorité préfectorale. Et d'autre part, des éléments de cadrage de la participation financière du Conseil départemental au budget propre du SDIS et de ses modalités de versement pour la période 2022-2028. Donc, il vous est proposé, je dirais, un programme pluriannuel, je dirais, tant en fonctionnement qu'en investissement. Et donc, pour l'année 2022, il vous est donc proposé en fonctionnement un montant de 21 896 364 € et pour la partie investissement de 2 647 000 €. Par ailleurs, le Conseil départemental prendra donc en charge financièrement et directement le PPI bâtimentaire pour la période 2022-2028, dans lequel est inscrit en termes d'aménagement du territoire la réalisation, donc construction, rénovation ou extension, de plusieurs équipements publics du centre d'incendie et de secours sur l'ensemble du Loiret. Cette prise en charge correspond à un équivalent subvention du Conseil départemental dont le montant total sur la période est estimé à 23,8 millions d'euros. Il vous est donc proposé d'approuver d'une part le principe de conventionner et d'autre part les termes de la convention de partenariat à intervenir entre le département du Loiret et le SDIS et autoriser le président à la signer. Et d'autre part, de ratifier au projet de budget primitif 2022 les crédits conformément au tableau de synthèse figurant dans la partie du rapport proposition au titre du budget primitif 2022. J'ai l'honneur de soumettre le présent rapport à vos délibérations. Bien, merci. Donc, effectivement, une nouvelle convention avec le SDIS, vous avez remarqué, avec une augmentation significative de la contribution départementale. Il faut savoir qu'il y a deux contributeurs, les EPCI du département et le département. La contribution des EPCI est encadrée par la loi, très encadrée, et donc c'est le département qui apporte le complément à chaque fois. Voilà, simplement vous dire que le nombre d'interventions continue à augmenter malheureusement. On est passé à 42 000 interventions par an. Et j'ai demandé une étude, j'ai fait faire une petite étude sur les SDIS de notre catégorie. On remarque par exemple que dans l'Indre-et-Loire, ils sont à 30 000 interventions. Donc ce qui me fait dire, ce qui me fait ramener toujours le débat sur la démographie médicale, il y a clairement un glissement de tâches entre la santé et la collectivité, donc le SDIS, les sapeurs-pompiers, parce que je ne vois pas d'autres explications avec un tel différentiel. Donc il y a des transports par carence, vous savez, quand les ambulanciers privés ne sont pas présents pour transporter des personnes, des interventions non urgentes ou à domicile. Donc voilà, il y a quand même une interrogation pour moi. Et vous remarquerez que l'État ne finance rien. C'est-à-dire qu'à une époque, l'État apportait 300 000 € tous les ans de subventions d'investissement. C'est passé à zéro. Et donc, c'est la collectivité qui supporte seule ces investissements, les collectivités. Sur le PPI bâtimentaire, effectivement, il paraît un peu élevé. Vous avez vu le montant qui est très élevé, qui est élevé, qui sera certainement encore un petit peu affiné. Mais voilà pour ce qui est du SDIS. Et cette convention, je proposerai à Alain Grandpierre, en tant que premier vice-président du SDIS, de signer à mes côtés cette convention. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport B1 ou des remarques ? Non. Donc je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Merci pour les sapeurs-pompiers. Rapport B2. Donc le rapport B2 porte sur le fait de statuer sur les moyens alloués aux politiques départementales G07 et A05 en faveur d'une gestion active et durable du patrimoine départemental mis à la disposition des services de la collectivité et de nombreux bénéficiaires. Donc, la politique patrimoniale du département consiste à offrir des biens ou des ouvrages destinés à concourir à la mise en œuvre des politiques départementales. Ainsi, du fait des politiques dont il a la charge, le département gère un patrimoine bâti significatif, puisqu'on dénombre près de 300 bâtiments représentant environ 700 000 m² bâtis. On relève notamment 58 collèges, près de 50 sites administratifs ou sites mis à disposition, 3 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, 2 foyers de vie pour personnes handicapées, 2 maisons de l'enfance ou encore 3 châteaux, un musée et près de 110 immeubles du service départemental d'incendie et de secours. Par ailleurs, bien que la sécurité intérieure relève d'une compétence régalienne de l'État, le département s'est toujours investi dans ce domaine et c'est ainsi que 14 casernes de gendarmerie départementale sont présentes dans le Loiret.
Maintenir ces biens dans les meilleures conditions d'usage au bénéfice des occupants et du public conduit le département à mettre en œuvre une démarche performante et à rechercher des solutions innovantes dans la gestion de son patrimoine. Donc, la politique patrimoniale du département s'organise en conséquence autour de 2 axes essentiels. Le premier axe est une gestion active du patrimoine qui poursuit les objectifs combinés de valorisation des propriétés départementales et d'adaptation optimale des biens détenus aux besoins de l'institution. Ces actions de rationalisation du patrimoine et de regroupement de services aboutissent régulièrement à la vente de sites inutilisés. Et puis la deuxième action est une action en faveur des bâtiments performants qui s'appuie sur la recherche de qualité de la construction et sur la fonctionnalité des espaces, tout en visant à réduire les coûts d'entretien et de fonctionnement. En complément de cette démarche, l'accent porte sur les programmes de maîtrise de l'énergie, illustrés par la poursuite du plan de performance énergétique concernant l'ensemble du patrimoine départemental. Donc, il vous est donc proposé, au titre du budget primitif 2022, en termes de dépenses de fonctionnement de 3 819 328 €, de recettes au titre du fonctionnement de 2 96 954 €, et en matière d'investissement, pour les dépenses 4 434 000 € et de recettes 1 200 000 €, qui sont décomposées suivant des actions que je vais reprendre, j'irai une par une sans forcément tout détailler, puisque sinon je pense qu'on va aller déjeuner très tard. La première action qui concerne, donc c'est la 101 qui concerne tout ce qui est acquisition foncière, la 102 pour tout ce qui est cession foncière, et donc là l'année 2022 doit en effet voir la poursuite de la démarche déjà engagée de mise en vente des biens inutilisés. Au moins 4 bâtiments offrent de réelles perspectives de cession en 2022. Le 83 Faubourg Saint-Jean, Saint-Pierre-le-Puellier, 89 Faubourg Saint-Jean et également le ex-UTS de Gien. Donc un crédit de 1 million € figure par ailleurs à la section investissement correspondant à la vente des maisons dont je viens d'évoquer les adresses. Donc la proposition budgétaire pour cette action est en fonctionnement de 11 500 € en dépenses et en recettes d'investissement d'1 million €. Ensuite, on a l'action 103 qui concerne des prestations de diagnostic, la prestation 104 pour des taxes foncières et autres frais pour des dépenses de fonctionnement de 200 000 € en crédit de paiement. L'action 101 référentiel plan des immeubles, donc là avec une dépense de fonctionnement de 25 000 € en crédit de paiement. La 103 qui concerne la création et adaptation des sites. Donc là, les budgets sollicités au titre de cette action se montent à 3 404 000 € en crédit de paiement et à 7 432 456 € en autorisation de programme. Donc les principaux postes de dépenses concernent, on en a parlé tout à l'heure dans les débats, la construction d'un immeuble administratif à Orléans pour un montant de 800 000 € en crédit de paiement, ce qui s'appelle donc le nouveau futur site administratif de l'Orléanais, appelé projet OSAO. L'aménagement des sites administratifs est mis à disposition pour 250 000 € en crédit de paiement et 1 500 000 € en autorisation de programme 2022-2027. Donc c'est une opération qui est reconduite également annuellement pour tout ce qui est opération de gros entretien et de renouvellement des équipements dans les bâtiments. Donc là, il y a 500 000 € en crédit de paiement et 3 millions € en autorisation de programme sur la période 2022-2027. Également en rénovation énergétique de l'hôtel du département, donc 400 000 € en crédit de paiement et 1 million € en autorisation de programme avec des subventions attendues de l'État dans le cadre du plan de relance. Le renouvellement des systèmes de sécurité incendie pour 249 000 € en crédit de paiement. L'immeuble Semois, 140 000 € en crédit de paiement. Le gros entretien thermique des immeubles pour 200 000 € en crédit de paiement et 1 200 000 € en autorisation de programme sur la période 2022-2027. Des opérations de maintenance corrective pour 330 000 € de crédit de paiement. Donc, les propositions budgétaires pour cette action représentent une dépense d'investissement de 3 404 000 € en crédit de paiement et 7 432 456 € en autorisation de programme. L'action 201 concerne la gestion préventive réglementaire du patrimoine. Donc, en fonctionnement, un crédit de paiement de 215 300 € pour l'année 2022, ainsi qu'une autorisation d'engagement de 1 200 000 €. Pour la partie investissement, ça concerne la mise aux normes des immeubles pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite pour 120 000 € en crédit de paiement, des diagnostics de transition énergétique pour 150 000 € en crédit de paiement. Donc, il vous est proposé une proposition budgétaire pour cette action en dépenses de fonctionnement de 215 300 €
en crédit de paiement et en dépenses d'investissement de 270 000 euros en crédit de paiement également. Pour l'action 202, maintenance, entretien, réparation, la dépense est estimée à 737 700 euros en crédit de fonctionnement pour l'exercice 2022 pour l'ensemble de cette action de maintenance et réparation du patrimoine. L'action 203, état des lieux. Donc là, c'est une dépense de fonctionnement de 13 000 euros. L'action 204, c'est gestion des fluides sur les sites. Donc en dépense de fonctionnement, il est proposé 1 189 400 euros en crédit de paiement et 130 000 euros en autorisation d'engagement. Et en dépense d'investissement, 300 000 euros en crédit de paiement. Sur l'action 203, surveillance des sites départementaux. Donc là, une action générale de surveillance et de télésurveillance des sites départementaux, le nécessitant est mis en œuvre. Donc là, on a une dépense de fonctionnement de 130 000 euros en crédit de paiement. Sur l'action 401, location des bâtiments pris à bail. Donc le département du Loiret doit procéder à certaines locations de locaux pour abriter ses services ou s'acquitter de charges pour des biens qu'il possède en copropriété, impactant la section de fonctionnement de 369 528 euros en crédit de paiement. Et donc 5 000 euros en investissement qui est sollicité au titre de cette action. L'action 402, location des bâtiments donnés à bail. Donc sur cette action, nous avons en recette de fonctionnement 2 96 954 euros en crédit de paiement, en dépenses de fonctionnement 300 euros en crédit de paiement, en recette d'investissement 2 000 euros en crédit de paiement et en dépenses d'investissement 455 000 euros en crédit de paiement et 2 400 000 euros en autorisation de programme pour la période 2022-2027 toujours. Sur l'action 501, assurance et garantie des biens. Donc en matière d'assurance, le département souscrit 6 polices d'assurance hors garantie spéciale souscrites pour des besoins spécifiques en cours d'année. Donc le montant de crédit de paiement est de 917 600 euros proposé au budget primitif 2022, dont la décomposition vous est proposée ci-après, ainsi qu'une autorisation de programme de 1 421 460 euros pour le nouveau marché d'assurance automobile. Par ailleurs, le département s'investit dans le fonctionnement de 14 casernes de gendarmerie au titre de la politique A05 relative aux gendarmeries départementales. Donc là, il y a 3 régimes qui cohabitent. On a 4 casernes dont le département assume les dépenses du propriétaire et perçoit donc un loyer de l'État pour l'occupation par les services de gendarmerie. Le deuxième régime, ça concerne 3 sites pour le département qui paye donc un loyer à Dexia et qui perçoit un loyer de l'État pour l'occupation par les services de gendarmerie. Et enfin, le troisième régime qui concerne 7 gendarmeries qui sont donc gérées par une société qui s'appelle CDC Habitat à travers donc des baux par voie amphithéotique administrative BEA jusqu'en juin 2036. Donc le partenaire privé assume l'ensemble des obligations du propriétaire en contrepartie des loyers qu'il perçoit de la gendarmerie. Donc, concernant cette action, nous avons une dépense de 800 000, c'est tellement petit, je ne le vois pas, mal imprimé. Attendez, je ne dis pas de bêtises. C'est 600 146, c'est ça? Voilà, merci. En dépenses de fonctionnement et en dépenses d'investissement, 672 850 euros. L'action 201, gestion patrimoniale des gendarmeries départementales, donc en dépenses de fonctionnement 40 000 euros, en dépenses d'investissement 45 000 euros, et puis en action 202 concernant celles qui sont donc sous baux amphithéotiques. Donc là, en dépenses d'investissement 627 650 euros et en dépenses de fonctionnement 560 146 euros en crédit de paiement. Il est donc proposé de ratifier au projet de budget définitif 2022 les crédits conformément au tableau de synthèse que je vous ai présenté et d'approuver les nouvelles opérations détaillées dans le présent rapport. J'ai donc l'honneur de soumettre le présent rapport à vos délibérations. Eh bien voilà, merci pour ce rapport détaillé, mais quand même résumé malgré tout. Donc surtout nos bâtiments, on voit qu'ils sont nombreux. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Je n'en vois pas, donc je vous remercie. Je vais vous proposer d'arrêter là cette
première partie de session. Donc merci à vous. Donc nous reprendrons à 14h. Donc vous avez 1h, 1h05, 1h10 pour déjeuner. C'est un phénomène qui ne s'est jamais produit ici dans cette enceinte, je peux vous le dire. J'ai connu des pauses de 3 heures. En général, il y a quelques décennies, j'allais dire, puis de 2 heures, minimum 2 heures. Là, bon, on est sur 1 heure. Bon, ça ne se reproduira pas souvent, mais là, nous sommes sur des systèmes de plateau dans les salles de commission. Et puis certains, je sais, sortent déjeuner. Donc, merci à vous, à tout à l'heure.